Bienvenue à tous. Ce soir, nous allons apprendre ensemble à investir sur le marché des futurs. Donc, on va être ensemble pendant une bonne demi-heure et je vais essayer de vous partager quelques informations primordiales pour comprendre ce qu'est le marché des futurs et puis surtout vous aider à vous lancer dans ce domaine qui est vraiment très intéressant. Donc, on va tout de suite démarrer par une définition. Donc, les futurs, j'essaie de trouver une définition simple, c'est un produit dérivé, produit financier, qui vous permet de négocier un sous-jacent. Les sous-jacents, qu'est-ce que c'est? Ce sont les devises, les indices, les métaux, les matières premières, les crypto-monnaies, les obligations, peut-être d'autres instruments que j'oublie. Voilà, ça, ce sont les sous-jacents que vous pouvez négocier sur le marché des futurs. D'accord? Pour la petite histoire, chose très importante pour comprendre pourquoi est-ce que on traite les futurs, pourquoi est-ce que ça existe. Ça a été créé parce que les paysans, lorsqu'ils récoltaient leurs produits, que ce soit du blé, des légumes, peu importe, ils vendaient donc tous ces produits alors j'ai mis supermarché, mais bon, ils vendaient ces produits sur le marché et ils se faisaient payer sur une date particulière. Le problème, c'est que leur marchandise avait une valeur à l'instant T et je ne sais pas, peut-être dans 3 mois, ils pouvaient vendre cette marchandise, mais cette marchandise, peut-être qu'elle valait beaucoup moins. Ce qui fait que eux, pendant 3 mois, ils ont perdu de l'argent. Et donc, a été créé le marché des futurs pour justement protéger ces paysans et toutes ces personnes qui voulaient se couvrir du risque. En établissant des contrats centralisés pour couvrir le risque de ces personnes qui savaient qu'ils allaient vendre leurs marchandises dans 6 mois, dans 12 mois, peu importe, et qu'ils pouvaient se prémunir du risque d'une baisse de la valeur de leurs marchandises s'ils intervenaient sur le marché des futurs. Et donc, ce marché a permis à ces gens-là de gérer beaucoup mieux le risque de leur stock en attente d'être vendu. Donc, cette personne ici qui sait qu'il va vendre je ne sais pas combien de kilos ou tonnes de blé à tel client, ce client-là va en avoir besoin en septembre, c'est-à-dire dans quelques mois, eh bien, il va intervenir sur le marché des futurs pour se couvrir du risque en vendant, par exemple, des contrats futurs à ce client, en gros, et de telle sorte qu'il y ait une expiration au mois de septembre qui lui permette ensuite de livrer son blé au prix qui était connu déjà à l'avance. Okay. Donc, entre ce fermier et ce client supermarché, disons, eh bien, ils ont conclu 3-6 mois à l'avance la quantité de blé, le prix et puis surtout la date à laquelle ils allaient conclure le contrat. Donc, tout était connu à l'avance et c'est l'histoire du marché des futurs et pourquoi ça a eu une telle importance pour ces gens-là il y a des dizaines et des dizaines d'années. OK? Aujourd'hui, le marché du futur, donc comme je vous disais tout à l'heure, ça se négocie sur un marché centralisé. Donc, ce sont des bourses qui vont décider de d'écrire des contrats vraiment spécifiques entre les acheteurs et les vendeurs. Ces contrats, ils ont plein de spécificités que je vais vous montrer juste après, mais ce sont les marchés qui vont décider d'avoir un contrat unique sur le blé, un contrat unique sur le Nasdaq, un contrat unique sur le pétrole, etc. Donc, lorsque vous voulez acheter un futur, vous pouvez l'acheter que d'une seule manière, c'est-à-dire avec le contrat imposé par la bourse dans laquelle vous allez négocier cet instrument.
Parmi les intervenants qu'il y a sur le marché du futur, vous avez des institutions, donc des banques centrales, vous avez des hedge funds, vous avez, donc ça ce sont des fonds d'investissement. Le retail, ce sont les particuliers, vous, moi, et les market makers qui sont, j'expliquerai peut-être après, mais qui sont là pour assurer une liquidité sur le marché. Rien à voir avec les courtiers market makers. En termes de sous-jacents, donc vous voyez, vous avez tous ces sous-jacents que je vous ai montrés au tout début de la présentation. Et ici, vous avez donc les fameuses bourses mondiales, les plus connues, celles qui sont les plus utilisées. Parmi celles-ci, vous avez le groupe CME. Donc CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange, qui est un groupe dans lequel il y a plusieurs bourses américaines notamment. Et donc, sur ces bourses-là, vous pouvez négocier des produits comme par exemple les métaux, les indices américains, le forex, obligations américaines, les crypto-monnaies, les matières premières cotées en dollars. En gros, tout ce qui se négocie en dollars, vous l'avez au CME. Ensuite, vous avez l'Eurex, qui est la bourse européenne, enfin une des bourses européennes qui existent, où vous pouvez négocier des indices européens. Vous pouvez également négocier des obligations. Donc, quand je dis indice européen, je pense au DAX, à l'Eurostoxx. Les obligations, vous avez le Bund allemand. Vous n'avez pas de devise de crypto-monnaie ni de matières premières. Voilà, c'est surtout devises, indices et obligations. Euronext, c'est la même chose. Ici, vous pouvez négocier le CAC 40, par exemple, et également l'indice hollandais. Ensuite, vous avez le CBOE qui est plutôt orienté sur le marché des options américaines et l'ICE qui est plutôt sur le marché anglais, donc par exemple le pétrole Brent qui se négocie donc en Angleterre et puis l'indice FTSE. Okay. Donc ce sont des places boursières, des entreprises privées qui donc émettent des contrats spécifiques sur chacun des sous-jacents. Donc parfois il y a un contrat, parfois deux, parfois trois contrats avec des tailles différentes. Et c'est eux qui vous imposent le contrat que vous allez négocier. Vous ne pouvez rien faire dessus. A contrario, parce que tout ça, ça va s'opposer en fait à un autre type de produit, un autre type de marché qui est un marché de gré à gré, qui a pour principe, lui, de vous proposer des contrats de gré à gré, donc des contrats personnalisés pour vous. Donc chacun peut proposer son propre contrat et ses propres règles. Ça, c'est le marché de gré à gré. Donc quand vous allez dans un bureau de change en haut des Champs-Élysées, on va vous proposer un prix sur l'euro contre le dollar, et puis en bas des Champs-Élysées, un autre bureau de change va vous proposer un autre prix. Ça, c'est un contrat de gré à gré, donc c'est eux qui décident du type de contrat qu'ils souhaitent négocier. OK. Donc pour les contrats, ce que vous allez avoir comme spécificité, c'est d'abord quel est le type de contrat. Est-ce que c'est un contrat standard, un contrat mini, un contrat micro? Donc, vous verrez si vous tradez, si vous négociez des futurs, que vous avez voilà, parfois plusieurs contrats pour négocier le même instrument. Et donc, il se différencie par cet aspect mini, micro qui nous rappelle tout simplement la taille en fait du contrat, donc le nombre, par exemple le nombre de lots que vous pouvez par exemple négocier sur un contrat. Alors je dis pas le lot maximum, hein, c'est-à-dire que quelle est la valeur de mon contrat. Est-ce que ça correspond à une fois le sous-jacent, à 2 fois, à 10 fois, à 20 fois, voilà. Donc ça c'est la bourse qui va vous dire exactement ce que vous pouvez traiter. Exemple, quand vous voulez travailler sur du DAX, bien sûr un contrat par micro, sur le micro DAX, ça correspond à une fois le DAX. Alors que si vous voulez travailler sur du micro Nasdaq, c'est 2 fois le prix du Nasdaq. Donc voilà. D'un côté, vous avez le Rex qui a mis un contrat à une fois le DAX, et puis de l'autre côté, vous avez le CME qui a mis 2 fois le Nasdaq. Okay. Il y a également des échéances. Donc les échéances, elles sont différentes selon l'instrument que vous allez négocier. Très souvent, ce sont des échéances qui sont mensuelles et trimestrielles.
mais ça peut être d'autres échéances également. Donc ça, on verra vers la fin les histoires d'expiration. Comment est-ce que ça va se passer quand vous avez une position en cours et qu'on arrive sur le jour de l'expiration. Alors, les avantages que vous avez quand vous travaillez sur le marché des futurs, en comparaison à d'autres marchés comme des CFD par exemple, c'est que comme vous avez compris, vous avez un marché unique, donc c'est beaucoup plus transparent. Vous négociez sur un prix qui est unique. Donc, si vous êtes chez Self-Invest ou chez un autre broker, que vous soyez en France ou au Japon ou ce que vous voulez, lorsque vous allez vouloir négocier du Nasdaq, du S&P, du pétrole, ce que vous voulez, le prix sera le même pour tout le monde. Vous n'avez pas un prix individuel selon la plateforme que vous utilisez. Donc ça, c'est pour le coup très transparent. Les marges, elles sont intéressantes parce qu'elles sont assez faibles. Là, je parle avec le prisme de l'investisseur français qui a des effets de levier relativement réduits, même si pour moi, ça reste un peu élevé sur les CFD, mais c'est beaucoup plus intéressant effectivement sur le marché des futurs. Et enfin, puisque c'est un marché centralisé, eh bien, il n'y a pas que le prix qui est centralisé, il y a aussi les volumes. Et donc, s'il y a les volumes, il y a une transparence sur le marché, sur les volumes. Donc, vous avez accès à des outils que vous n'avez pas sur d'autres marchés. Donc, tous ces outils, c'est le carnet d'ordre que vous n'avez pas sur le CFD, les volumes, donc le volume profile, le VWAP, le bookmap, en gros, tous les outils qui ont été développés sur les volumes, qui sont des outils extrêmement pertinent, voire primordial quand vous voulez analyser un instrument. Si vous n'avez pas le volume, ça vous enlève une information extrêmement importante sur le marché. Maintenant, je vais vous proposer un zoom sur 3 instruments pour comprendre un peu de manière concrète comment ça fonctionne quand vous allez trader, que ce soit du DAX, du Nasdaq ou du Gold. Alors, on commence par le DAX. Le DAX, c'est le produit numéro 1 tradé chez les particuliers en France, même en Europe. Donc, sur le DAX, ça se négocie sur l'Eurex, comme je disais tout à l'heure, place boursière européenne. Vous avez 3 contrats proposés, le FDAX, le mini-DAX et le micro-DAX. Les contrats se différencient par leur taille. Comme vous voyez ici, le FDAX, c'est 25 fois le prix du DAX. Donc, si le DAX est à, je ne sais pas, 20 000, c'est 25 fois 20 000 pour un contrat. Le mini-DAX, c'est 5 fois le DAX, le micro-DAX, c'est 1 fois le DAX. Okay, donc la valeur du point, elle se reflète de cette manière-là. Vous êtes à 25 € du point, 5 € du point et 1 € de point. Les marges, elles sont à peu près les mêmes en termes de pourcentage, c'est-à-dire qu'on prend environ entre 1 et 1,5% de la taille de la position. Vous avez une marge donc intraday, donc, qui est proportionnelle à la taille de la position. Et vous avez une marge overnight qui est plus élevée pour une gestion tout simplement du risque. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte quand vous travaillez sur les futurs, c'est que vous avez une marge intraday, une marge overnight qui est généralement 5 fois plus élevée que la marge intraday. Donc attention, vérifiez bien, surveillez bien les marges, vos marges quand vous tradez sur les futurs, parce que lorsqu'on va arriver à la clôture ou un peu avant la clôture, les marges vont augmenter et vous pourriez vous retrouver en appel de marge. Et ce qui veut dire que la position devrait être clôturée parce que vous n'avez pas assez de marge disponible. En termes d'expiration, vous avez une expiration qui est trimestrielle et qui se déroule le 3e vendredi du mois. En termes de commission, donc là, je ne vous donne pas la commission générale de tous les brokers. Là, c'est une commission spécifique à WHS. Quand vous travaillez sur les futurs, vous avez plusieurs commissions à prendre en compte. Vous avez la commission du courtier, évidemment, qui chez nous est par défaut à 2,20 € par lot. Peu importe le contrat que vous allez négocier, c'est toujours 2,20 €. Alors, évidemment, en fonction de vous, du volume que vous traitez, elle peut évidemment être baissée. Ça, il faut ajouter la commission de CQG. Donc CQG, c'est c'est le tunnel par lequel on passe pour envoyer vos ordres. Donc quand vous achetez
du DAX, eh bien, c'est le CQG par lequel vous allez passer pour envoyer votre ordre auprès de l'Orex. Donc, CQG va prendre une commission de 50 centimes par lot. Et à cela, vous allez ajouter ce qu'on appelle les frais de bourse. Donc, les frais de bourse sont les frais de l'Orex qui sont donc proportionnels, enfin qui sont différents selon le contrat que vous négociez. 12 centimes pour le micro-contrat, 24 centimes pour le mini et 1,15 € pour le FDAX. Ça, c'est à chaque fois par lot traité. Donc, si vous achetez pour 5 lots de mini DAX, vous allez payer 5 fois 0,24 plus 5 fois 0,50 plus 5 fois 2,20. Okay. Évidemment, étant donné que la commission est la même selon le contrat que vous négociez, plus vous êtes sur un gros contrat, plus la commission a un faible impact dans votre trading. Enfin, au niveau des fondamentaux, vous avez au niveau des horaires de trading la possibilité de négocier le DAX entre 1h15 du matin et 22h, donc avec une pause donc, entre les deux. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas négocier le DAX au-delà de 22h. Donc, si jamais vous avez un courtier qui vous propose de négocier après 22h, méfiez-vous parce qu'il n'y a pas de marché. Ce qui veut dire qu'il va probablement essayer de vous, d'aller chercher vos stops, d'aller vous faire en gros perdre parce que vous ne pouvez rien faire étant donné qu'il n'y a pas de marché de référence. En termes de volatilité, je vous ai mis des statistiques qu'on a sorties. Donc la volatilité, elle est surtout à l'ouverture du marché européen à 9h, jusqu'à de 9h, on va jusqu'à 11h. Vous avez également un petit pic de volatilité à l'ouverture du marché américain à 15h30. Mais voilà, il faut compter environ une variation qui évolue évidemment, mais de environ 200 points par jour, et un volume journalier de 60 000 contrats. Ce qui veut dire que tous les jours se négocient en moyenne 60 000 contrats sur le DAX. Passons maintenant au contrat Nasdaq. Suivez bien parce qu'après, il y aura un petit quiz. Donc sur le Nasdaq, vous avez cette fois-ci 2 contrats et pas 3. Vous avez un contrat qui vaut 2 fois le Nasdaq, donc 2 $ le point, et un contrat qui vaut 20 fois le Nasdaq, donc il est à 20 $ le point. Okay. Les marges sont à peu près les mêmes, entre 1 et 1,5%. Vous avez une expiration également qui est trimestrielle et une commission qui est donc la même, 2,20 € et 0,50 avec des frais de bourse. Au niveau des horaires, vous pouvez négocier le Nasdaq entre minuit et 23h. Donc, c'est quasiment du 24 heures sur 24. Vous avez une pause d'1 heure, donc entre 23h et minuit chaque jour. Et donc ici, il y a énormément de contrats qui sont négociés. Vous êtes à 650 000 par jour en moyenne, quand tout à l'heure, vous étiez à 60 000 sur le DAX. Okay. Et enfin, je termine sur le gold. Donc le gold, le métaux précieux, vous avez 3 contrats disponibles, donc 10 fois le gold, 50 fois le gold, 100 fois le gold, avec les marges correspondantes qui sont toujours entre 1 et 1,5%. Ce qui est important de savoir, c'est que l'expiration, elle n'est pas trimestrielle mais mensuelle. L'expiration se fait généralement le 3e jour avant la fin du mois. Et en termes d'horaire, vous pouvez négocier entre 1h15 et 22h. Voilà. OK. Alors ça, ce sont des heures, quand je vous donne ces horaires-là, ce sont les heures Paris de France, pardon. J'allais dire de Paris. C'est les horaires françaises. Alors, avant d'arriver sur le prochain slide, je vais vous proposer un premier quiz pour résumer un peu tout cela avant de passer à quelque chose de plus concret. On va commencer par cette première question. Quel est le tick sur le mini DAX? Est-ce que sur le mini DAX, vous êtes à 1 point, 0,1 point ou 0,25 points sur le mini DAX?
C'est-à-dire que le TIC, c'est-à-dire quelle est la variation minimale du TIC. La variation minimale du DAX, ce qu'on appelle donc le TIC. Alors c'est bien, je vois qu'il y a des réponses qui sont assez différentes, ce qui est très très bien, ce qui me permet de vérifier que je n'ai pas forcément compris. Alors j'ai un peu plus de la moitié des gens qui ont répondu. Je vous laisse terminer les votes. Donc le DAX, il passe de combien en combien? C'est-à-dire que c'est quoi sa variation minimale? Est-ce que c'est 0,25 points, 0,1 point ou 1 point? Et je vais vous montrer surtout après comment est-ce qu'on peut savoir quelle est sa variation minimale sans forcément regarder sur le site de Self-Invest. Bien, donc je vois que quasiment tout le monde a répondu. Donc en majorité, vous avez répondu, 50% d'entre vous avez répondu 0,25 points, 30% d'entre vous ont répondu 0,1 point et 20% ont répondu 1 point. La réponse, et je suis très content de cette question, car la réponse, je vais vous le donner avec la plateforme NanoTrader. Donc ici, vous êtes sur la plateforme NanoTrader, on va ouvrir un graphique du mini-DAX. Et donc, vous avez répondu faux hein, pour la plupart d'entre vous. Lorsque vous travaillez sur le DAX, la variation minimale, vous la voyez sur le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, vous voyez ici, on passe de combien en combien? Vous voyez, 66, 67, 68, 69, 70. On passe de 1 en 1. Ce qui veut dire que le TIC, il est de 1 point. OK? C'est comme ça qu'on voit le TIC. Je prends un autre exemple. Mini Nasdaq. Le mini Nasdaq, c'est très volatile, mais vous voyez, on passe de combien en combien? On passe de 0,25 en 0,25. Donc, ça veut dire que le TIC est de 0,25 points. Ce qui m'amène du coup à une deuxième question. En parlant du Nasdaq, est-ce que vous pouvez me donner la valeur du TIC, donc pas les 0,25 points évidemment, mais quelle est la valeur du TIC pour un contrat micro Nasdaq? On a vu tout à l'heure le micro Nasdaq. Quelle est la valeur du point selon vous? La valeur du TIC, pardon. C'est très important de voir que c'est la question, c'est la valeur du TIC et pas la valeur du point. Donc si j'arrive, je trade un lot micro Nasdaq, quelle est la valeur du TIC? Bon, je vois que les réponses sont elles sont beaucoup mieux. Non, après avoir vu le graphique, c'est pas si simple. Parce qu'il faut connaître la valeur, il faut en fait connaître la valeur du TIC pour savoir ça. Vous avez vu tout à l'heure la valeur du point. Sur le micro Nasdaq, la valeur du point est de 2 $. Quelle est donc la valeur du TIC? La valeur du point est de 2 $. Quelle est la valeur du TIC? Nous venons de voir que le TIC était de 0,25. Partage de résultats. Vous avez répondu en grande majorité 50 centimes de dollars. Très bien, c'est la bonne réponse. C'est-à-dire que nous, on sait que la valeur du point elle est 2 $, qu'on fait une variation de 0,25. Donc on fait 0,25 2 divisé par 0,25, ça fait 0,50. Okay. Donc on est à 50 centimes le TIC. Si vous ne savez pas tout ça et que vous cherchez à savoir comment trouver cette information,
il faut aller sur le site de WH Self Invest. Et donc, quand vous êtes sur le site de Self Invest, évidemment, vous pouvez créer un compte de démo pour vous entrer sur les futurs. Vous avez 15 minutes de retard, mais vous avez du trading en live. Et donc, vous allez sur futurs en haut, puis sur principaux marchés à terme. Et donc là, vous sélectionnez la bourse que vous souhaitez, exemple le CME, et vous voyez ici micro Nasdaq. Quel est le tick? 0,25, donc on évolue de 0,25 en 0,25. Et quelle est la valeur du tick? 0,50 centimes, 0,5 $, ce qui veut dire que je suis à, quand je fais 0,5 fois 0,25, ça fait 2 $. Ok, donc je suis donc à 2 $ le point. Ok. Allez, maintenant on va passer sur un calcul, le calcul d'un trade. Donc là, vous êtes sur le DAX. Donc le DAX, c'est une capture écran que j'ai prise tout à l'heure. Le prix du marché, il est à 17 735. Je décide d'acheter à 17 720. Ok. J'ai un take profit à 17 760 et un stop loss à 17 700. J'ouvre une position ici de 1. Donc, est-ce que vous pouvez me donner, par exemple, donc dans ma position ici, je mets 1. Est-ce que vous pouvez me donner la valeur? Donc ici, j'ai 1. Donc la valeur du tick, la valeur d'un tick pour un lot, c'est de combien? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Quelle est la valeur du tick sur le DAX? Combien en, alors, on évolue de combien en combien? On l'a répondu tout à l'heure, donc ça éventuellement, c'est assez facile. Hein. Vous voyez ici sur l'évolution du DAX qu'on évolue de 1 en 1. Donc le tick, il est à 1. La valeur du tick, est-ce que vous savez quel est le montant de 1 tick pour un lot? Ici, on est sur le micro DAX. Combien vaut un tick sur le micro DAX? Bonne réponse de Renaud. Est-ce que d'autres arrivent à répondre? Très bien. C'est donc effectivement 1 €, la valeur du tick. Et donc, puisque c'est 1 €, je suis, comment dire, je suis exécuté. Quel est mon risque total et mon gain potentiel? Donc, on va partir du risque. Je suis exécuté à 17 720, j'ai mon stop loss à 17 700. Quel est mon risque en euros? Alors, Renaud, non, vous avez répondu 15, mais ce n'est pas ça. C'est effectivement bien 20. Et mon gain potentiel, j'achète à 17 720, j'ai mon take profit à 17 760. Quel est mon gain potentiel? Alain, non, c'est pas 60, c'est bien 40. Bravo. Vous êtes corrigé. Voilà. Donc le calcul d'un trade sur le DAX, micro DAX, le petit contrat, il est donc de 1 € le point, donc le calcul était plutôt simple. Ok, bon, bravo. Maintenant, on va faire quelque chose de plus compliqué. On va aller sur le crude oil, contrat que vous ne négociez pas forcément tous. Donc déjà, je voudrais que vous me donniez, maintenant que vous avez compris, quelle est la, si je prends pareil, hein, une position de 1, sauf que cette fois-ci, je vais me mettre à la vente. Le principe est le même, hein, cela dit. Je me mets à la vente à 80,50. J'ai mon take profit à 79,50, mon stop loss à 81. J'ai pris exprès des chiffres ronds.
Alors, première question, quelle est, donc ça c'est ma position de 1, quel est le tick? C'est-à-dire de combien est-ce qu'on varie? Là, vous regardez le carnet d'ordre. De combien est-ce que le crude oil varie? Excellent, Paul. Donc, le tick sur le crude oil, il est de 0,01. Ensuite, alors la valeur du tick. Peut-être que vous ne le savez pas. Et donc là, si vous ne le savez pas, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, c'est pas grave. On va sur le site de WH Self Invest. Je vais enlever ça. On va sur le site de WH Self Invest. On va dans le CME. Mince, non, c'est pas le COMEX, c'est le NYMEX. Donc, j'ai pris le crude oil, donc le crude classique. OK, donc le IMIMI. Et donc là, on voit que je suis à... non, pardon, j'ai pris le crude oil PH, WTI. Et on est d'accord, crude PH, c'est bien ça. Donc, j'ai pris le crude PH WTI. On est à 0,01 comme on a vu ensemble. Et donc, la valeur est de 10 $. OK, donc 10 $ par tick. C'est compris? 10 $ le tick. Donc, je me remets en plein écran. Nous sommes à 10 $ le tick, c'est très important ça. Donc, on a vu 1, 0, 0, 1. On est à 10 $ le tick. Quel est mon risque? Mon risque, il est de, ici, de 1 $. Vous voyez, 80-50. Non, pardon, mon risque, il est de 50 centimes. Mon gain est de 1 $, mon risque est de 50 centimes. 50 centimes, ça fait combien de ticks? Combien de ticks je dois avoir pour passer de 80,50 à 81? C'est de 50 ticks. Exact. Donc ici, j'ai 50 ticks. Je suis donc à 10 $. Ah oui, 10 $ le tick. Donc mon risque, il est de, bravo, 500. Eh bien, content, vous suivez bien. Et ensuite, mon gain ici, il est donc de 1 $. Ça fait combien de ticks? Combien est-ce que je peux gagner de déjà en ticks? Entre 80,50 et 79,50. Bravo, c'est bien 100. Et donc, ce qui me fait un gain total en euros de, enfin en dollars, pardon, de 1000. OK? Bon. Je pense que c'est clair. Vous me dites si vous n'avez pas compris quelque chose, on revient. Mais bon, a priori, ce petit exercice m'a permis de vérifier que vous aviez bien, que vous suiviez bien et que vous avez bien compris cette histoire de calcul d'un trade. Maintenant, je vais vous parler de l'expiration. Alors, l'expiration, c'est très important parce que l'expiration, d'une part, je vous ai écrit ici, c'est le 3e vendredi du mois. Très souvent, c'est le 3e vendredi du mois, quasiment tout le temps. Notamment pour les contrats CME et Eurex qui sont des contrats trimestriels. C'est-à-dire que vous regardez la date. Par exemple, pour le DAX et pour les autres indices, l'expiration, elle se fait en mars. Ce qui veut dire que le 3e vendredi du mois de mars, nous aurons l'expiration des contrats. Donc, le jour de l'expiration, c'est votre dernier jour où vous pouvez trader cet instrument. Enfin, ce contrat-là, pas cet instrument, mais ce contrat-là. Et donc, si vous avez une position toujours ouverte, que se passe-t-il? Eh bien, nous allons clôturer votre position. Évidemment, vous n'aurez pas de livraison physique.
vous êtes dans un système où, évidemment, nous n'avons jamais vous demander de livrer quelque chose ou de vous faire livrer quoi que ce soit. Ce qui, normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que si vous êtes vendeur, si vous vendez à découvert du blé, par exemple, eh bien, à l'expiration, vous êtes assigné à livrer votre blé. Si vous achetez, vous êtes assigné à recevoir la marchandise que vous avez achetée en contrepartie du prix que vous avez acheté. Donc, ça, c'est très important de savoir qu'en réalité, il y a toujours une histoire de livraison physique, mais qu'elle ne se fait pas en pratique chez Self-Invest, heureusement. Et donc, nous nous occupons nous-mêmes de clôturer toutes vos positions. En termes de rollover, le rollover, c'est une technique qui consiste à rouler votre position d'un contrat sur un autre. Donc, je vous montre sur la plateforme NanoTrader. Ici, donc vous avez par exemple le mini Nasdaq. OK? Donc, mini Nasdaq, vous avez le carnet d'ordre ici qui est plutôt bien fourni. L'expiration, elle sera donc le 3e vendredi du mois, donc 1, 2 et 3. Donc, a priori, ce sera le 15 mars, l'expiration du contrat Nasdaq. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps. Et donc, pour rouler votre position, il faudra tout simplement ouvrir un nouveau contrat Nasdaq. Et donc, vous voyez ici, on était sur le mini Nasdaq, vous avez le contrat de mars, de juin, de septembre et de décembre. Donc, ça, c'est tous les contrats de l'année qui sont à venir. Et donc, vous allez prendre le contrat de juin. Vous allez ouvrir donc une étude. Et donc, vous avez votre mini Nasdaq juin. Et donc, vous voyez, ici, vous avez déjà un peu de liquidité disponible sur ce contrat. Ce qui veut dire qu'on est déjà en train un petit peu de négocier sur ce contrat-là. Mais à comparer avec le mini Nasdaq de mars, vous voyez, il est quand même plus fourni. Donc, a priori, on négocie davantage sur son contrat. Mais on voit que certaines personnes ont commencé déjà à travailler sur le nouveau contrat. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que pour rouler votre position, vous pouvez déjà le faire maintenant, a priori, que vous avez un spread qui est tout à fait raisonnable à 0,25 comme quasiment habituellement. Et donc, vous allez pouvoir rouler votre position dès maintenant. Vous pouvez le faire il y a quelques jours, mais si vous voulez travailler sur des contrats avec une échéance beaucoup plus lointaine, vous verrez qu'il y a très très peu, voire un carnet à sécher. Donc, si vous essayez de passer un ordre, vous allez avoir un spread énorme. Donc, je vous déconseille. Et généralement, ce qu'il faut faire, c'est plutôt vous attendre une semaine, la dernière semaine de l'expiration, c'est-à-dire lundi de la semaine prochaine. On sera sur la semaine de l'expiration et donc c'est à partir de là où vous pourrez commencer à travailler sur le nouveau contrat. Et donc, vous verrez que sur le contrat ici du mois de mars, vous verrez que sur le carnet d'ordre, les vendeurs ici et les acheteurs là, ils vont commencer un petit peu à s'assécher, c'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins d'intervenants. Et vous verrez visuellement en fait que tout va se passer sur le contrat de juin. Compris? Enfin, je vais terminer sur ce dernier slide des volumes. Bon, les volumes, je ne vais pas vous faire un cours sur les volumes, vous savez ce que c'est, mais je vous ai fait une capture écran du site du CME Group, donc qui est la bourse américaine où se négocie notamment le S&P 500. Donc, vous pouvez aller sur leur site et taper e-mini S&P 500 pour avoir des tas d'informations très pertinentes dessus. Et donc, je vais vous montrer cette histoire de volume, comment le comprendre et surtout comprendre ce qu'est le Open Interest. Donc ici, vous avez le nombre de contrats qui ont été échangés au marché le 23 janvier, 24 janvier. Donc, c'est tous les jours, là, le volume échangé, donc le nombre de contrats échangés chaque jour. OK?
J'ai mis ma souris ici pour le 5 mars, donc hier. Et donc hier, nous avons eu un volume de 1,9 million de contrats qui ont été échangés avec un open interest de 2,3 millions. Petite question, est-ce que vous savez ce que c'est l'open interest? Répondez-moi juste oui ou non. Ok, vous voyez pas ce que c'est. Alors, c'est très bien. Bon, bah, vous voyez pas du tout ce que c'est. L'open interest, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce sont les nombres, enfin les contrats qui sont encore ouverts. Au 5 mars, nous avons clôturé 1,9 million de contrats. Mais il y a toujours des contrats ouverts sur cet instrument, sur ce contrat-là. Il y en a pour 2,3 millions. C'est-à-dire qu'il y a toujours des positions qui sont ouvertes à la clôture du marché. C'est ça l'open interest. Et ce qui est intéressant dans l'open interest, c'est que ça vous permet de connaître un peu la liquidité qu'il y a sur le marché. Parce que c'est bien de savoir quel est le volume pour savoir, OK, il y a eu beaucoup de volume échangé, mais est-ce qu'il y a toujours du monde? Et l'open interest vous permet de savoir est-ce qu'il y a toujours du monde positionné sur le contrat que je négocie. Donc le S&P 500, je l'ai pris pas par hasard, c'est parce que c'est un contrat qui est énormément négocié. Et donc vous voyez que l'open interest est largement plus supérieur au volume, ce qui veut dire qu'il y a une liquidité qui est très, on va dire, solide sur ce contrat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de volume échangé, mais il y a toujours beaucoup de monde qui sont positionnés. Donc en termes de solidité de volume, on va dire, eh bien c'est très le S&P il est très présent comme contrat à négocier. Ce qui m'amène à la chose. Donc c'est au jour le jour. Vous voyez la ligne bleue, c'est la variation de l'open interest. Et vous voyez que globalement, ça bouge pas. Contrairement au volume, qui est très volatile, eh bien le open interest, lui, il est toujours assez stable. Ce qui m'amène à la chose suivante. Vous allez me dire si vous avez bien compris cette histoire d'open interest. La question est la suivante. L'open interest donc, augmente quand il y a un nouveau trade ouvert et il baisse quand il y a un trade qui se clôture. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Intéressant. 56% d'entre vous, vous avez répondu vrai et 44% faux. La réponse, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que, imaginons, on est 10 dans une salle. Il n'y a aucun trade qui est ouvert. J'ouvre une position de 1. L'open interest, il est de 1. Paul, lui, il ouvre une position de 3 à l'achat. L'open interest, il est donc de 4. Alain, lui, il vend à découvert une position de 3. Donc, on ajoute cette position-là. Donc, il y a 3, 4 et 1. OK, ça fait 8 contrats au total qui sont ouverts. Ça, c'est l'open interest. Mais imaginez maintenant que moi, j'ai ouvert une position de 1, je clôture ma position. Dans le volume, on verra donc le 1 que j'ai clôturé plus les autres qui ont été ouverts, mais en open interest, on verra non pas 8, mais 7. Parce que j'ai clôturé une position. Donc, ce soir, il y a seulement 7 contrats qui sont ouverts en overnight. Voilà, c'est ça l'open interest.
Est-ce que vous avez bien compris? Alors, si vous avez bien compris, je vous propose une dernière question et ensuite on s'arrête là. Les horaires de négociation du S&P 500, on est complètement dedans. J'espère qu'il n'y a pas de réponse là-dedans. Quels sont les horaires de négociation du S&P 500? Est-ce qu'on peut négocier le S&P donc sur les futurs, évidemment, entre 8h, 22h, entre 15h30 et 23h, ou entre minuit et 23h? Là-dessus, j'ai l'impression que c'est plutôt clair que sur les indices américains, on trade effectivement entre minuit et 23h. Donc bravo, 100% de bonnes réponses. Excellent. Est-ce que vous avez des questions avant que je ne vous laisse? Vous voulez qu'on regarde quelque chose en particulier sur la plateforme pour les futurs? Est-ce que l'Open Interest existe pour le FCE? C'est une bonne question, je ne sais pas. Le FCE, il faut regarder parce que généralement, ce sont les bourses qui proposent ça. Le problème, c'est que le FCE, c'est l'Euronext qui gère ça. Et est-ce qu'ils vont mettre l'Open Interest? Open High Low Settlement. Si, Open Interest, vous le voyez ici. C'est O.I. Donc, c'est ici qu'on voit l'Open Interest. Et on le voit évidemment ici. Open Interest, 183 000 contrats hier soir. Donc, je vous invite à aller vous brancher directement sur les sites le site du CME, de l'Eurex, de l'Euronext, pour voilà, avoir des tas d'informations sur les produits que vous souhaitez négocier. Je vais dans Markets puis Mini Nasdaq et là, j'arrive sur une page qui va me donner des tas d'informations sur le Nasdaq. Donc, par exemple, les volumes, les spécifications. Vous voyez, savoir quel est le contrat que je traite sur le Mini Nasdaq. Vous voyez, je suis à 20 fois le Nasdaq. Les heures de trading, les fluctuations, à quel jour par exemple la position expire, etc., etc. Donc, je vous invite à aller regarder tout ça. C'est extrêmement intéressant. Ensuite, en termes plus concrets, si vous voulez vous entraîner sur la plateforme, donc évidemment, vous allez ici dans compte de démo, vous choisissez futur, vous remplissez vos informations. On va vous délivrer des identifiants de connexion sur la plateforme NanoTrader. Donc, c'est ici. Vous serez sur la NanoTrader Full. Ici, quand vous irez sur ouvrir un graphique, vous aurez le CQG avec le CME, l'Eurex, l'Euronext. Et donc, vous aurez tous les instruments que vous pourrez négocier. Sur le compte démo futur, vous avez 7 jours d'essai. Mais évidemment, vous pouvez créer un compte de démonstration, plusieurs comptes de démonstration si vous souhaitez vous entraîner. Également, si vous avez un compte réel, sachez que vous avez toujours un compte démo qui est rattaché. Et pour le coup, il est illimité dans le temps. Donc, si vous voulez quand même avoir un compte réel, mais continuer à vous entraîner, eh bien, vous allez ici, et vous voyez, ça, c'est un compte réel. Et vous avez, moi, j'ai créé 2 comptes démo, un compte Paper 1 et un compte Paper 2. Et donc, ça me permet de faire tous mes essais en démo de manière illimitée. Alors, Renaud, très bonne question. Est-ce que les signaux des futurs sur indice sont plus propres que sur les valeurs spot? J'ai pas de statistiques, donc normalement, ma réponse objective devrait être je ne sais pas. Néanmoins, sur les futurs, il y a plus de cotations, plus de volume. C'est vraiment là où se traitent les prix. Donc, j'ai tendance à vous dire que évidemment, c'est beaucoup plus pertinent. Parce que les traders, les hedge funds, ils interviennent pas sur le spot, mais sur le futur.
Donc, il regarde le prix du futur. Donc, évidemment, comment dire, le travail va se faire surtout sur le marché du futur et en conséquent, les signaux seront bien plus pertinents là-dessus. Alain, sur le Open Interest, est-ce que ça reprend les positions longues, mais aussi les shorts? Oui, ça prend les deux. Donc l'Open Interest, c'est le cumul de toutes les positions ouvertes à l'achat et à la vente, et qui sont toujours ouvertes. Donc voilà, les signaux, par exemple, quand vous voulez travailler sur des choses précises, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ces fameuses histoires de volume. Donc quand vous voulez travailler sur les volumes, bah, vous avez notamment le volume profile qui est très intéressant à utiliser. Vous avez le VWAP également, qui est c'est un indicateur extrêmement puissant. Et donc ici, bah, vous pouvez savoir un peu où le marché travaille principalement. Voilà, quel est, en gros, pour vous donner des niveaux de support, de résistance, et puis savoir exactement voilà, où est-ce qu'on est en excès de marché ou pas. On a toujours tendance à revenir sur cette espèce de moyenne mobile hein, qui s'appelle le VWAP, qui est une moyenne pondérée du volume. Et donc, le prix a tendance toujours à rebondir et donc à servir de support. Et vu qu'il évolue contrairement à des lignes de support et de résistance, eh bien, elle a une espèce de pertinence qui est plus importante. Donc, bon, je ne suis pas là pour vous faire un cours. Je vous invite à vous inscrire au salon du trading, enfin de l'analyse technique 22 mars prochain, où on fera un sujet complètement sur ça, sur le market profile, volume profile, le VWAP. Ce sera animé par Jonathan Yell, un grand spécialiste du domaine. Donc ce sera voilà, 22 mars prochain à 15h30 plus précisément pour ce sujet. Voilà. Donc ouais, c'est évident que et lui, je pense, vous dira également que c'est beaucoup plus pertinent sur les futurs que sur le spot. Gilbert me pose la question de que se passe-t-il lorsqu'on est en position short et qu'un crash se produit avec très forte variation à la baisse. Gilbert, si vous êtes short, donc vendeur à découvert, et que le marché chute, normalement vous êtes heureux parce que vous êtes dans le bon sens. Donc vous avez a priori gagné beaucoup. Donc je ne sais pas si vous avez quel était le sens de votre question, mais que se passe-t-il? Bah, vous avez une position fortement gagnante et donc bah, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez la clôturer pour prendre vos gains ou continuer, mais il n'y a rien de particulier qui se passe. La seule difficulté potentielle, c'est s'il y a un vrai crash de marché, donc le marché qui s'effondre, vous êtes short, donc plutôt très bien positionné, et que vous voulez clôturer votre position, voilà, pendant, je ne sais pas, comment dire, pendant un attentat, pendant je ne sais quoi, complètement imprévisible, évidemment, vous pourriez avoir des difficultés pour clôturer votre position. Parce que pour clôturer votre position, bah, vous devenez acheteur. Donc évidemment, il n'y a que des acheteurs quand le marché il a fait moins, je sais pas, 50%. Et donc, vous êtes acheteur et il vous faut un vendeur pour exécuter votre ordre. Et il se peut que vous ayez quelques difficultés pour fermer votre position. Et voilà l'impact que ça pourrait avoir. Est-ce qu'on peut voir, Renaud le demande, est-ce qu'on peut voir les volumes globaux de vente et d'achat? Bah oui, tout à fait. Vous avez les volumes ici qui sont proposés. Alors, je ne sais pas, on a certainement proposé des volumes, on a certainement distingué des volumes achat et vente. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Non, je ne pense pas qu'il y ait de distinction particulière entre les acheteurs et les vendeurs. Mais c'est quelque chose qui doit certainement exister, je ne sais pas. Gilbert pensait à garder une position short sans stop loss. C'est à vos risques et périls. Alain nous dit qu'il y a toujours une contrepartie en CFD. Il y a toujours une contrepartie en CFD? Non, il n'y a pas toujours une contrepartie.
c'est le broker hein, qui est contrepartie, et le broker peut aussi ne pas être contrepartie. S'il n'y a pas de contrepartie sur les futurs, il n'y en aura pas en CFD. Parce que les CFD, ça réplique le futur, ça va chercher la liquidité généralement sur les futurs. Donc non, c'est le rôle en fait des market makers. Les market makers, il y a quand même une chose intéressante sur les market makers. Par exemple, si je vous prends un contrat gold, et donc là on est contrat gold avril, et je vous prends le contrat gold du mois d'août. Je ne sais pas si ça va me sortir des cotations parce que je suis un peu loin. Mais vous voyez, le contrat, alors j'ai même pas de cotation, enfin, j'ai même pas d'historique de graphique, mais vous voyez ici, il y a quasiment pas de liquidité. Et le 3, le 7, le 5, le 4, c'est qui ça? Ce sont les market makers. Les market makers, ils sont plus ou moins payés par la bourse. Donc ici, pour le gold, c'est le CME. Ils sont payés pour proposer toujours de la contrepartie, de la liquidité à l'achat et à la vente sur des contrats même lointains. Ça évite, je vous passe quelques détails, mais ça évite notamment des gros blanchiments d'argent. Ça peut arriver, quelqu'un ait envie de blanchir de l'argent lorsqu'il est chez un courtier, qu'il a une position et qu'il veut la transférer chez un autre courtier en se mettant sur un contrat très lointain où il n'y a personne. Et donc, en gros, il y aurait juste lui à la vente et lui à l'achat, mais sur deux plateformes différentes. Et donc, c'est comme ça qu'il peut exécuter son ordre. Et pour éviter, entre autres, hein, cela, mais aussi assurer de la liquidité, vous avez toujours des market makers. Pour les CFD, ça reviendrait plus ou moins au même. Après, vous avez toujours moins de liquidité sur les CFD que sur les futurs. Là, je suis au mois d'avril. Vous voyez, mois d'avril, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu mieux. Je ne sais pas si je passe encore au mois d'avant, si ça me donne quelque chose. Non, ça me donne rien. Bon, bref. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, j'ai l'impression que ça vous a plutôt motivé comme présentation. Donc, je suis très content que j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Est-ce qu'il y a un replay? Est-ce qu'il y a un PDF? Il y a un replay, oui, sur notre chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a un PDF? Oui, il y a un PDF. C'est un e-book qui existe sur le site de Self-Invest. Vous allez sur le site, vous allez sur e-book, tous les e-books, et vous avez, alors c'est pas le PDF de ma présentation en particulier, mais je sais qu'il y a un e-book sur les futurs. Donc voilà, trader les futurs, le carnet d'ordre, le time and sell, le tick par tick. Voilà, toutes ces choses-là. Bon, si vous voulez par exemple ma présentation, je peux évidemment vous l'envoyer. Vous envoyez juste un email à info@whselfinvest.com et vous demandez cette présentation. Je conclurai même cette présentation avec la question de Renaud. Quel type de trading est le plus intéressant par rapport au CFD? Dans le type de trading, on veut dire le scalping, le swing. Est-ce que c'est plus intéressant est-ce qu'il y a un type de trading plus intéressant sur futur que sur CFD? J'ai envie de dire tous les types de trading sont plus intéressants. Le scalping, c'est plus intéressant parce que il n'y a pas de conflit avec le courtier, bien que nous, sur les CFD, ce ne soit pas le cas. Mais vous aurez plus de liquidité, c'est plus réactif sur les futurs. Le swing, c'est évidemment plus intéressant sur les futurs parce que vous ne payez pas de swap le soir. Donc, si vous gardez une position, vous ne payez pas d'intérêt. Oui, il y a des tas d'avantages. Le seul inconvénient des futurs, c'est que les contrats sont parfois un peu élevés. Et si on a 500 € de capital, 1000 €, c'est pas possible. Et si on veut travailler aussi sur que des petits contrats et qu'on veut scalper, par exemple, si vous voulez scalper que le micro DAX, ça vous coûtera plus cher sur les futurs que sur les CFD. Donc le scalping est mieux pour moi sur les CFD que sur les futurs.